Dépêchez-vous, si vous avez un projet d'achat immobilier, les taux de crédit sont à la hausse et le taux d'usure à 2,4% coince de plus en plus de dossiers. On va en parler avec Sandrine Alonier, directrice des études. Bonjour Sandrine. Bonjour Stéphane. Et traditionnellement, à cette heure-ci, on reçoit également Marie Cœur de Roi. On aime bien les traditions. Oui. Bonjour Marie. Ouais, c'est surtout chez moi, c'est important. Bonjour quand même. Bonjour Stéphane, bonjour Sandrine, bonjour à tous. Vous venez de faire un nouveau pointage, Sandrine. Début mai, les banques ont annoncé des hausses de taux de crédit immobilier comprises entre 0,1 et 0,3%. C'est ça, voilà. On a déjà eu des hausses au mois d'avril. Certaines banques avaient envoyé 2 barèmes sur le mois d'avril, voire 3 même. Et là, début mai, encore, on reçoit 2 nouveaux barèmes avec des hausses de taux de 0,10 à 0,30. C'est vrai que là, ça commence à atteindre vraiment des niveaux importants puisque depuis le début de l'année, certaines banques ont remonté leur taux de 3/4 de point, 0,75%. C'est énorme, ça fait 70 € de plus par mois pour un crédit de 200 000 € sur 20 ans. Donc là, l'impact commence à être vraiment important pour les emprunteurs. On va commenter les niveaux, excusez-moi Marie, mais justement Stéphane. Marie nous disait hier que pour vous, on rentre dans une configuration un peu nouvelle. Avant, les banques vous envoyaient leurs nouvelles propositions tous les mois. Maintenant, elles se réunissent, certaines toutes les semaines. Oui, tout à fait. Et ça, c'est parce que la hausse des taux d'emprunt d'État est phénoménale. Là, on a dépassé la barre des 1,5% hier. C'est du jamais vu depuis 2014. Et à cette époque-là, les taux étaient à 3%, les taux de crédit. Donc, on voit bien que finalement, les taux de crédit aujourd'hui ne sont pas au niveau auquel ils devraient être pour que les banques puissent avoir des marges convenables. Donc, ça reste avantageux. Alors, ça reste avantageux pour les emprunteurs. Oui, mais ça commence à ne plus l'être pour les banques. Et c'est pour ça qu'en fait, elles essayent de faire des hausses progressives. Et au lieu d'augmenter de 0,30, 0,40 comme elles devraient le faire, elles le font de 0,10 tous les 15 jours. Mais c'est vrai que pour les emprunteurs et même pour nous, courtiers, c'est compliqué puisqu'il faut être ultra réactif. C'est ça, parce qu'en fait, on va essayer de vulgariser un peu comment ça se passe. Vous avez un client qui vient vous voir en vous disant, voilà, moi je veux acheter un bien immobilier. Vous dites, ah ouais, le taux actuel du moment, c'est ça, vous allez pouvoir décrocher ça. Donc il connaît sa capacité d'emprunt, il sait à quel bien immobilier il peut prétendre, et puis bim, 6 jours après, 8 jours après, ça a encore changé et potentiellement il peut plus acquérir le bien qu'il souhaitait. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est que tout le secteur de l'immobilier navigue complètement à vue en fait. On peut dire ça, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que nous, on va dire à un client, voilà, vous pouvez avoir tel taux, mais le taux est bloqué, entre guillemets, pendant 8 à 10 jours maximum. Donc, il faut absolument qu'on dépose le dossier complet à la banque. Sinon, la banque peut nous rappeler en disant, écoutez, voilà, finalement, le taux passe à 0,20 de plus. Du coup, il faut changer la durée du crédit pour respecter les 35% d'endettement. Et donc là, vraiment, aujourd'hui, notre travail, c'est de savoir exactement quelles sont les conditions des banques, quand est-ce que va changer le taux et quel délai on a pour envoyer le dossier et de le faire dans les meilleures conditions. Vous prévoyez la solution la moins confortable aussi, j'imagine, pour l'emprunteur. Sinon, ça sert à rien qu'ils viennent vous voir en amont. On est obligé, en effet, de prendre un peu de marge dans le calcul de l'endettement, par exemple, au cas où il y aurait une remontée des taux. Mais voilà, c'est notre travail d'aller fixer les conditions de taux. Et c'est là, en ce moment, c'est vrai, avec cette remontée des taux, que toute la pertinence de faire appel à un courtier est la plus forte. Et vous financez, par exemple. Tout à fait, par exemple. Non, mais c'est vrai que c'est problématique parce qu'on n'a pas de visibilité et surtout qu'on ne s'attendait pas à cette hausse de taux aussi forte au début de l'année. Qui aurait pu prévoir une hausse des taux de plus de 0,5 ? Il y a 3 semaines, vous nous disiez encore sur le plateau avec Guillaume Sommerer que ça allait, que les taux remontaient doucement. Finalement, là maintenant, on commence à avoir des taux supérieurs à 2% pour certains profils. Et là, on a même une banque qui nous a dit, voilà, moi, ce niveau de taux-là, pour l'instant, je ne prends plus de dossier. Ce n'est plus intéressant pour moi de printemps de l'immobilier. Ce n'est plus intéressant pour moi de prêter à ce niveau de taux-là. En fait, il faudrait remonter les taux davantage. Je ne peux pas à cause des taux d'usure. Donc voilà, là, on pourrait avoir vraiment un marché qui se grippe. Et la remontée des taux d'usure qu'on attend pour le mois de juillet risque de ne pas être assez forte pour compenser cette hausse des taux de crédit. Alors, on va expliquer pour ceux qui ne sont pas très familiers. Le taux d'usure, c'est le taux maximum de crédit, c'est le taux général, c'est-à-dire qui intègre à la fois le taux de crédit, mais aussi l'assurance et tous les frais. Marie nous l'expliquait très bien hier matin. Et ce taux, il est à 2,4%. Donc, ça ne passe plus. Tout à fait. Ce taux n'a fait que baisser ces derniers mois, alors que les taux de crédit ont remonté. Donc ça crée un effet ciseau. Et par exemple, aujourd'hui, on a des banques, dont une grande banque nationale, qui prête à 2,20% sur 20 ans. Si on ajoute l'assurance, si on ajoute les frais de dossier, les frais de garantie, on arrive à 3%. Évidemment, ça ne passe pas. Le problème, c'est que pour ce calcul du taux d'usure, c'est tous les crédits accordés durant les 3 derniers mois. Mais évidemment, ceux qui en sont à un taux à 3%,
ans ne vont pas être accordés, donc ne rentreront pas dans le calcul du taux d'usure, qui remonte finalement que très doucement. Il y a des populations qui sont vulnérables, les plus jeunes, qui n'ont généralement pas beaucoup d'apports personnels, et les plus âgés qui ont une assurance qui leur coûte plus cher, c'est ça ? C'est ça, ceux qui ont des revenus bas, puisque c'est ceux-là que les banques ne ciblent pas, puisque à ces niveaux de taux-là, et c'est ça qui est difficile à comprendre, ces niveaux de taux-là qui sont élevés pour les emprunteurs mais faibles pour les banques, eh bien voilà, elles veulent financer que des beaux profils. Donc du coup, les moins bons revenus se retrouvent avec des taux supérieurs au taux d'usure, et également les plus âgés, ou tout simplement, malheureusement, à partir de 45 ans, nous ne sommes pas concernés, mais on peut avoir déjà un taux d'assurance à 0,30 qui ne passe plus. Alors qu'auparavant, c'était seulement les plus de 50 ans qui étaient concernés. Donc là, ce taux qui était censé protéger les emprunteurs vient aujourd'hui les pénaliser, et ça risque de durer au moins jusqu'à la rentrée. Mais vous faites comment pour les financer ? Parce qu'on parlait de l'assurance de prêt, Stéphane reparlait de l'assurance de prêt, on sait qu'il y a beaucoup de choses il y a eu la loi Lemoine, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer sur l'assurance crédit. Est-ce que justement, il y a des petits leviers pour essayer de faire rentrer le pied dans la chaussure, j'ai envie de dire ? Alors on peut négocier un peu le taux du crédit avec la banque pour économiser 0,10. On peut malheureusement réduire nos honoraires de courtage, si parfois on en est bien obligé. On peut également demander une réduction des frais de dossier à la banque, et souvent c'est nos honoraires plutôt qui sont réduits. Et puis on peut aussi jouer sur l'assurance, prendre une assurance moins couvrante à seulement 50% sur chaque tête, voire même parfois passer par une banque dans laquelle l'assurance n'est pas obligatoire, du coup elle ne rentre pas dans le TAEG. Donc voilà, on est obligé de faire... Mais ça fragilise le crédit, non ? Oui, finalement, ce taux d'usure qui est censé protéger les emprunteurs vient les fragiliser, puisque souvent ils sont moins bien couverts, moins bien assurés. Donc voilà, finalement, ça devient vraiment un non-sens. Il faudrait au moins pouvoir réviser ce taux d'usure tous les mois, puisque avec des hausses de taux de 0,30, un taux d'usure stable, ça, évidemment, ça coince. Vous dites que le taux d'usure, il va être revu à la hausse, mais vous avez peur que ça ne suffise pas. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a une inertie, en fait, dans ce calcul du taux d'usure qui prend les crédits accordés ces 3 derniers mois. Donc là, pour les taux du mois de juillet, ce sera les crédits accordés durant les 3 mois précédents. Donc actuellement, sauf que les taux les plus élevés ne vont pas rentrer en compte dans ce calcul du taux d'usure puisqu'ils n'auront pas été accordés. Donc c'est ça le problème, c'est que en fait cette marge de 3 mois, elle exclut trop d'emprunteurs et du coup la remontée se fait trop lentement. Il y a un décalage beaucoup trop fort. Il y a un décalage beaucoup trop fort et surtout cette marge de 3 mois, elle est beaucoup trop large. Qui fixe ce taux d'usure ? Il est calculé par la Banque de France et après il est publié au journal officiel. Donc c'est une formule qui malheureusement ne change pas et qui devrait être adaptée dans le contexte. Mais la Banque de France ne peut pas, à situation exceptionnelle, prendre des mesures exceptionnelles, le réviser plus tôt que prévu et peut-être en s'éloignant un petit peu de la formule, ou est-ce que c'est gravé dans le marbre et on ne peut pas y toucher? Là, c'est gravé dans le marbre, on ne peut pas y toucher. Et en fait, la crainte, c'est que si on modifie ce calcul du taux d'usure, les banques en profitent pour trop remonter les taux. Mais si on ne le modifie pas, là, on va se retrouver dans cette situation problématique qui, pour l'instant, ne concerne qu'une seule banque, mais des banques qui vont dire, moi, à ce niveau de taux-là, ce n'est plus rentable pour moi de prêter. Donc, j'attends, je fais une pause temporaire et je reprêterai quand je pourrai mettre mes taux à un niveau convenable. Après, il y a quand même moyen de modifier ce type d'indicateur. Par exemple, je pense à l'indice de référence des loyers commerciaux. Alors lui, c'était le sens inverse, c'est-à-dire qu'il augmentait trop selon son mode de calcul historique, et donc du coup, le gouvernement a décidé de modifier son mode de calcul pour que précisément l'impact soit moins lourd et l'augmentation soit moins forte. Donc il y a quand même matière à modifier les choses, mais là, pas sûr qu'il s'y colle aujourd'hui, en l'occurrence. Ce qui va être très important, c'est demain les chiffres de la Banque de France sur la production de crédit à l'habitat, et on verra vraiment s'il y a eu un ralentissement de la production au mois de mars. Après, c'est ce qu'il voulait quand même, Sandrine, ralentir la production de crédit quand même, avec les mesures dues au Conseil de stabilité financière, c'était le but ultime quand même, dire attention, on s'emballe sur le crédit immobilier. Tout à fait, et comme là les prix de l'immobilier restent élevés, un ralentissement en effet du crédit pourrait arranger certains pour que les prix baissent à nouveau. Mais en tout cas, pour tous ceux qui veulent accéder à la propriété, en ce moment c'est un peu le parcours du combattant, il faut aller voir plusieurs banques, les mettre en concurrence, refaire parfois plusieurs fois le plan de financement, donc ça prend malheureusement plus de temps, avec à la clé un risque de hausse des taux à nouveau. Donc voilà, c'est vrai qu'en ce moment, il faut s'accrocher, mais on y arrive. Est-ce que le taux de refus de crédit augmente, ou est-ce que finalement vous dissuadez vos clients de présenter un dossier si vous savez dès le départ que ça ne passera pas? Alors, on sait dès le départ si ça va passer ou pas, mais à nous, en effet, d'aller trouver la banque qui va avoir les conditions les plus favorables. Quand même une bonne nouvelle, on a une grande banque nationale qui a tendance à davantage prêter aux jeunes, notamment, qui vient de rebaisser ses taux de l'ordre de 0,10.
parce qu'elles les avaient sensiblement remontées. Donc on a des banques qui Vous restent... n'allez pas nous donner des noms? Non. Moi, je sais. On a des banques qui restent quand même offensives, qui ont envie Avec de un conquérir logo des vert clients. ou un logo rouge et noir ou... Non plus, non, aucune de ces couleurs. Mais on a des banques qui veulent continuer à prêter, continuer à accompagner les gens dans leurs projets immobiliers, notamment les jeunes. Donc voilà, donc tout n'est pas perdu, mais c'est vrai qu'on le sait dès le début si ça va passer ou pas. Et à nous d'adapter le plan de financement, de trouver une solution en demandant peut-être plus d'apports avec de l'aide familiale, de revoir le plan de financement en baissant l'endettement. Voilà, il y a quand même des solutions qui existent. Vous parlez de l'apport personnel, Sandrine, on a beaucoup parlé des taux, du taux d'usure, etc. Et ça, c'est une autre problématique aussi dans le parcours du combattant dont vous parliez, c'est-à-dire qu'il y a aussi tout le reste que réclament les banques, l'apport personnel. Et puis, on en a beaucoup parlé aussi avec vous, vous l'aviez d'ailleurs estimé, hein, ces distances entre le domicile que je souhaite acheter et mon lieu de travail. Tout ça, c'est des choses qui aujourd'hui freinent aussi la production de crédit. Oui, c'est vrai qu'avant le Covid, on regardait essentiellement la situation professionnelle de l'emprunteur. Regarder quand même la qualité du bien pour voir s'il n'achetait pas un bien surévalué. Et maintenant, on regarde son comportement global, la distance domicile-travail, ses relevés de compte. Ses dépenses, ses relevés de compte, ça a quand même toujours été le cas, mais ses dépenses d'énergie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment passé au radar, si je puis dire, pour voir si le crédit a toutes les possibilités, toute la probabilité d'être remboursé. Et du coup, ça fait des causes de refus supplémentaires sur lesquelles parfois on reste quand même sans voix, puisqu'on peut avoir des couples avec 4 000 € de revenus, mais qui achètent dans un autre département, vont faire plus de 100 km par jour, et du coup, ça fait une charge de 500 € par mois qui est pris en compte. Donc maintenant, il y a la prise en compte du reste à vivre, mais aussi des charges fictives. Donc voilà, c'est tout ça pour, en effet, garder quand même un système de crédit vertueux et pérenne, avec un taux de défaut minimum. Donc voilà, c'est un choix qui fait qu'on peut aujourd'hui continuer à avoir des gros volumes de crédit, mais on le saura demain avec les chiffres de la Banque de France. Le juge de paix, ce sera justement la publication de ces chiffres demain. Est-ce que vous avez peur que le marché immobilier recule assez nettement cette année du fait justement du durcissement de ces conditions de crédit? Alors il y aura probablement un recul, mais c'est normal puisqu'on a eu une année record l'année. Donc voilà. Ça, on s'y attendait. On savait a priori qu'on aurait du mal à réitérer la performance de 2021, qui était aussi une année de rattrapage. Oui, tout à fait. Donc on sera forcément sur une année 2022 moins prolifique. C'est vrai que l'année dernière, tous les créneaux d'acheteurs étaient au taquet, si je puis dire. Les primo-accédants, ceux qui achetaient une résidence secondaire, ceux qui voulaient investir. Voilà. Aujourd'hui, il y a quand même un peu plus de difficultés. Avec la fin un peu du télétravail, on y revient quand même de ces choix d'aller habiter loin. Les banques bloquent aussi un peu là-dessus. Les investisseurs sont bloqués par le Haut Conseil de stabilité. Donc on aura forcément des volumes un peu moindres. Après, il n'empêche que l'immobilier, et c'est vrai que cette phrase, on l'a dit tout le temps, mais elle est réelle, reste une valeur refuge face à la volatilité boursière, face voilà, l'inflation aussi. Face à l'inflation. Donc ça reste quand même un vrai choix. Donc pour l'instant, je pense que on va quand même avoir une année encore dynamique et que j'ai quelques craintes pour l'année prochaine où là vraiment la loi climat et tout ce qui est DPE, audit énergétique, va commencer à jouer son rôle de frein de façon beaucoup plus intense. Pour l'instant, on l'anticipe, mais le coup de frein risque d'être donné sur la fin d'année. Ne lancez pas Marie sur le DPE, s'il vous plaît. Non, on arrive au terme de cette interview. C'est un vrai sujet, juste d'un mot quand même, c'est un vrai sujet parce qu'effectivement, tous les courtiers, et Sandrine la première, relèvent ça, c'est-à-dire que les banques commencent justement à réfléchir à comment je vais peut-être fixer des taux plus élevés pour ceux qui voudraient s'acheter une passoire thermique, être beaucoup plus vigilant. Non, mais c'est un vrai sujet. Vous l'avez dit. Mais non, mais c'est un vrai sujet, Stéphane. On en reparlera. Merci. Il est bientôt 10h30. Hein, bah oui, bah alors, on a le temps. Merci beaucoup. Merci Sandrine Alonier d'être venue en plateau, directrice des études au courtier Vous Financez. Merci pour ces très bonnes nouvelles. Et Marie, vous revenez demain? Évidemment. Même endroit.